Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir. C'est l'heure de votre émission L'actu en débat, le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. Deux thèmes sont à l'ordre du jour de notre débat d'aujourd'hui. Nous allons parler de la célébration de la légitimité traditionnelle au Mali, quelle plus-value pour la société. Et nous allons directement aller parler de la COP29, que peut attendre l'Afrique de ce sommet. Ces deux points seront débattus avec nos collègues Alexis Kalambiri, qui est journaliste et directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bassile Diop, également journaliste et rédacteur en chef du journal du Mali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Rôle et responsabilité des légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. C'était le thème de la 3e édition de la Journée nationale de légitimité traditionnelle, célébrée le 11 novembre 2024 de chaque année. Au-delà des festivités de cette journée, quel est, selon vous, l'apport des légitimités traditionnelles dans notre société? Monsieur Kalambiri. Bon, il y a, c'est vrai, beaucoup de pièges par rapport à la question des légitimités traditionnelles, mais pour ce qui peut être les plus-values, on peut commencer par le relais. Vous savez, les crises sociales que nous avons connues ont prouvé chaque fois qu'il n'y a pas de relais, qu'il n'y a pas ce fil d'Ariane entre les groupes socio-culturels au Mali. Chaque fois qu'il y a eu coup d'État, on a vu que en dehors de l'armée, le seul groupe organisé à même d'être assez transversal, c'était la presse. C'est-à-dire les syndicats sont là, les partis politiques sont là, la société civile est là, chacun à la limite avec ses appréhensions, ses ressentiments et ses récriminations les uns contre les autres. Donc, la presse n'ayant pas un certain rôle, une certaine légitimité à certains niveaux, ne peut pas se substituer pour jouer d'autres rôles que le sien. Donc, il fallait, en fait, l'avantage des légitimités traditionnelles, de mon point de vue, se trouve là. C'est-à-dire, c'est un groupe qui peut, à tout moment, être le relais, être le point d'ancrage et être le repère pour tout le monde en cas de crise, pouvoir rassembler, faire parler les gens au-delà des divergences, des clivages et des ressentiments personnels. Merci Diop. Les légitimités traditionnelles sont célébrées chaque 11 novembre. Est-ce une bonne chose d'abord et qu'est-ce que ça peut apporter vraiment à la nation malienne? Ça peut apporter beaucoup de choses. Ça peut apporter beaucoup de choses. Je pense que les grands frères Alexis a bien brossé le tableau parce que quand on parle de légitimité traditionnelle, on les voit surtout comme une sorte de rempart. On a vu par exemple ce qui se passe au Sénégal et ailleurs, lorsque la société n'arrive pas à s'entendre, lorsque les politiques sont divisées, lorsque la société n'arrive pas à parler d'une seule et même voix, on voit qu'eux, ils sont là comme des références. Et quand ils parlent, tout le monde se soumet. Ils arrivent à mettre tout le monde d'accord. Normalement, c'est ce rôle qu'on devrait attendre des légitimités traditionnelles. Je pense que toutes les sociétés en ont besoin, pas seulement les nôtres. Maintenant, c'est à voir est-ce qu'ils jouent vraiment ce rôle. C'est ça aujourd'hui toute la question. Justement, parlant de est-ce qu'ils jouent réellement leur rôle, on a vu que cette célébration, la 3e édition, puisque le 11 novembre depuis 2021 est consacré à cette légitimité traditionnelle, pour cette année, il y a eu un nom de choc parce que presque la population a ressenti cela. C'est-à-dire qu'au-delà de cette festivité, on a vu que beaucoup de chefs traditionnels, des chefs de quartier, ont demandé carrément la candidature du président de la transition. Alors, quelque part, est-ce qu'ils ne sont pas en train de eux-mêmes mettre la charrue avant les bœufs? Merci. Bon, c'est un peu compliqué parce que vous savez, tout ce qui est question électorale, souvent ça divise. On sait que c'est des questions qui sont très sensibles et chacun déjà a ses propres préférences. Donc je crois que nous ne sommes pas
Nous ne sommes pas à l'heure de la campagne, on ne sait même pas quand est-ce que la présidentielle est fixée. Et je crois que le rôle ne doit pas tout simplement se limiter à ça. Ils ont un autre rôle de sensibiliser les gens, de parler aux gens. Aujourd'hui, le Mali connaît beaucoup de crises et je crois que si on sait que la politique déjà c'est une matière à division et si déjà les légitimités traditionnelles soufflent sur cette trompette, c'est souvent problématique. Donc peut-être que le mieux serait par exemple de prendre position par rapport aux différentes crises que le pays connaît, crises politiques, parce que vous avez vu qu'on n'arrive pas à avoir des élections, des détenus qui sont encore là, et il y a trop de tensions, même sur les questions sécuritaires, on devrait les voir, ce dialogue peut-être idéologique ou ce dialogue avec les groupes armés, souvent dont on parle souvent, je pense qu'ils ont également ce rôle. Et cette histoire de la question, par exemple, relative à l'éducation, aux valeurs, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça l'expression, on devrait également les entendre sur ces différentes thématiques-là. Monsieur Kalambiri, est-ce qu'il ne va pas se mettre au-dessus de la mêlée, comme on dit? C'est pour ça que au début, j'avais parlé de pièges à éviter. Il ne doit pas être assujetti au pouvoir public, au pouvoir politique et au prince du jour. Ils doivent justement être, disons, un groupe qui doit transcender, parce que quand on est légitimité traditionnelle, c'est-à-dire, ça veut dire que ceux qui se réclament de vous peuvent être de tous les bords possibles. Et vous devez pouvoir tenir un langage plus rassembleur. Mais quand vous vous mettez vous-même dans un camp, parce qu'aujourd'hui, appeler à une candidature de Assimi n'est pas rassembleur. Il n'est pas dit que tous les Maliens veulent que Assimi soit candidat. Et même si tout le monde le voudrait, ce n'est pas à eux de le dire, parce qu'ils sont et ils doivent se considérer comme le dernier recours en cas de crise. Et dès lors que vous êtes catalogué, dès lors que vous êtes dans un camp, il vous serait difficile de jouer le rôle d'arbitre et de dernier recours. Donc oui, il y a des pièges à éviter. Pour cela, ils doivent se départir, prendre leur indépendance par rapport au pouvoir politique et administratif et rester vraiment une force de référence, de dernier recours en cas de crise. Au-delà de cette journée du 11 novembre, où c'est vraiment, on la célèbre, qu'est-ce que concrètement aujourd'hui, vu le contexte comme a dit Masséré, avec les différentes crises, la situation du pays, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de cette légitimité traditionnelle vis-à-vis de la nation malienne? Il y a deux choses. Il faudrait, disons que parmi les pièges, justement, qu'on puisse sortir de l'aspect festif folklorique pour vraiment donner le contenu qu'il faut et vivre le contenu qu'il faut aux légitimités traditionnelles. Et deuxièmement, il revient aux légitimités traditionnelles justement de comprendre leur rôle et de se tenir à leur rôle pour justement que ça survive à ceux qui l'ont mis en place. Parce que si jamais ils se définissent comme un adjuvant au pouvoir actuel, comme quelque chose qui est là pour renforcer ceux qui sont là, ça veut dire que ça ne va pas survivre à la politique actuelle. Donc, ils ont vraiment un grand rôle à jouer, c'est de pouvoir s'imposer comme force sociale au-delà des clivages, mais surtout de s'affirmer comme recours, comme, disons, quelque chose en laquelle tout le monde se reconnaît. Masséré Diop, justement, qu'est-ce que l'on peut attendre vraiment de ces légitimités traditionnelles dans le contexte actuel du pays, au-delà de tout ce qu'ils font? Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est une place de choix que les autorités les ont donné, en vraiment les décernant des médailles, en les donnant cette journée pour qu'on puisse vraiment les célébrer. Mais il faudra qu'eux aussi puissent se mettre au-dessus de la mêlée et apporter un plus à la nation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ces légitimités doivent faire vraiment pour créer cette cohésion sociale-là? Je crois que le grand frère ici a vraiment bien brossé le tableau, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on attend, c'est vraiment des légitimités plus légitimes, quoi.
si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que personne ne leur conteste leur légitimité, mais dès lors qu'ils prennent des positions souvent problématiques vis-à-vis de certaines questions qui divisent, parce que la politique, c'est des questions qui divisent. Même la perception de la sécurité également, c'est des questions qui divisent. Vous voyez, donc tout cela, dès lors qu'ils prennent position et puis surtout parler pour un camp ou bien se reconnaître d'un pouvoir, c'est très problématique. On attend à ce qu'il soit au-delà, c'est-à-dire qu'il soit au-delà des pouvoirs. Hein, parce que c'est quand même, ils ont ce pouvoir aujourd'hui. Peut-être qu'on essaie de les formaliser, mais vous savez que les questions de légitimité traditionnelle, c'est bien avant la célébration peut-être de ces 3 dernières années. Dans chaque localité où vous partez au Mali, on a cette chance. C'est vrai, les autorités municipales, administratives, mais la chefferie traditionnelle a toujours une place de choix. Et on attend toujours à ce que cette place soit beaucoup plus confortée, à ce qu'on leur donne vraiment toute la dimension qu'il faut pour bien occuper cette place. Et je crois que les mettre tout de suite à mal en les impliquant sur des questions purement politiques ou des questions vraiment qui divisent la société, finalement, quel recours dont le grand frère a parlé. Est-ce qu'à leur niveau, il n'y a pas aussi temps qui pousse la réflexion pour pouvoir vraiment voir leur statut dans la société? Non, je pense que il l'a dit tout à l'heure, le grand, c'est-à-dire au-delà de l'aspect festif, folklorique, de l'aspect vraiment célébration tout simplement, je crois que ça doit être une sorte de bilan qui doit se faire et aussi des perspectives qui doivent être dressées. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on gagnerait vraiment à donner toute leur place aux légitimités. De faire un bilan, de voir sur des questions, par exemple, de gouvernance, sur des questions économiques, sur des questions, d'autres questions qui intéressent la vie de la nation. Quelle est la place de ces légitimités traditionnelles? Parce qu'elles ont quand même un rôle assez... c'est-à-dire que c'est un rôle que la société leur a conféré, au-delà des pouvoirs, quoi. Au-delà des pouvoirs. Donc il faut vraiment... ils ne sont pas élus, mais ils ont quand même cette place qui est vraiment privilégiée. Et c'est aujourd'hui ce qu'on doit faire pour pouvoir tout simplement leur conforter dans cette position et également attendre beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de hauteur. Voilà. Justement, beaucoup plus de hauteur, la réflexion reste toujours engagée. Nous allons partir en Azerbaïdjan pour parler de la COP 29, 29e édition. La conférence des Nations Unies sur le climat a ouvert ses portes le lundi à Bakou et prendra fin jusqu'au 22 novembre prochain. Alors, on parle de COP avec assez d'enjeux, surtout côté financement. Alors, justement, on sait que les pays africains sont une fois encore partis. Hier, on a vu la délégation malienne exposer un peu ses attentes et c'est toujours le cas des financements. Aujourd'hui, avec cette COP 29, que peut attendre encore l'Afrique? Vous savez, très peu de choses. Vous savez, il faut engager la réflexion avec les arguments et montrer que on est vraiment préoccupé par la problématique. Et pour cela, il faut qu'on le ressente à un certain niveau. Quand j'ai vu la taille de la délégation, ça m'a rappelé ces discussions qu'il y avait sur le coton à l'Organisation mondiale du commerce. Le Mali, qui est grand producteur de coton, avait des délégations de 10, 20. La première fois où la délégation était de 30 personnes, il y avait les États-Unis qui cultivent le coton, qui avaient plus de 150 personnes pour négocier la question. Et les négociations pour des rencontres de ce genre, ce n'est jamais pendant les trucs, c'est dans les B2B. Et pour faire ce lobbying, il faut venir en nombre, il faut venir en qualité, il faut venir en capacité. C'est pas ce qu'on voit avec la taille de nos délégations et on ne sent pas les débats à l'interne. C'est quand arrivent les COP que, à la limite, on ne voit que l'aspect factuel. Mais entre deux COP,
qu'est-ce qui se fait ici, quelles sont nos préoccupations en termes d'environnement, comment on fait pour capitaliser ou capter même les financements, les premiers financements qui sont là. Nous, on ne sait pas le crédit carbone, ce qui était là, combien le Mali a eu, qu'est-ce qui a été fait, comment, on n'en sait presque rien. Donc, je pense que pour, disons, capitaliser et tirer une plus-value de ces rencontres, il faudrait vraiment d'abord qu'on les intériorise, qu'on les rapatrie, qu'on en fasse des questions et des préoccupations visibles de toutes les populations. Merci. On peut dire que le COP passe, ça se ressent pour le continent africain. C'est dommage parce que vous l'avez constaté, nous, COP, c'est juste le nom qu'on entend, mais réellement, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Parce qu'on voit de jour en jour que la situation se dégrade. Aujourd'hui, nous avons assisté à cette vague de chaleur qui a fait beaucoup de victimes. Nous avons également assisté aux inondations qui ont fait beaucoup de victimes. Et maintenant, nous nous acheminons vers la période de la fraîcheur. On sait qu'également, ce n'est pas une période qui sera facile. Donc, par rapport à tout ça, des grandes décisions, des grands sommets qui sont organisés et jusqu'à présent, on n'arrive pas à voir les résultats. Des grands financements qu'on annonce à tort et à travers, mais qu'on n'arrive pas vraiment à capter. En tout cas, même si on les capte, on n'arrive pas à sentir réellement leurs effets sur le terrain. Moi, je pense que la discussion devrait être engagée d'abord localement, c'est-à-dire comme le grand frère l'a intérioriser toutes ces décisions et voir surtout leur application, parce que c'est surtout ça qui est dommage, quoi, d'aller vers des rencontres comme ça et prendre en compte et prendre des recommandations et une fois de retour, finalement, c'est comme si on était allé, c'est tout, participer pour voilà quoi, pour faire un peu de genre Pierre de Coubertin, quoi. L'important c'est de participer. Mais je pense qu'il faut aller au-delà vraiment de cette simple question. À vous entendre parler, c'est que quelque part, c'est comme si on voit qu'au fait, il n'y a pas de travail en amont qui est fait au niveau des États africains. Alors justement, alors qu'on sait que ce sont des milliards, puisque aujourd'hui, qu'on ne veut pas, l'Afrique subit plus le changement climatique. Pour preuve, on a vu cette année la saison pluvieuse au Mali avec le nombre de dégâts que cela a pu. Alors, justement, la COP, c'est une opportunité de discuter du changement climatique. L'Afrique, nous subissons cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que concrètement les pays africains doivent faire pour pouvoir vraiment tirer plus de droits de leur côté? Monsieur Yapi, le problème du Mali, de Bamako, c'est la gestion des ordures, c'est la gestion de l'écoulement des eaux, c'est la gestion du fleuve Niger avec l'ensablement, c'est la gestion de la plantation d'arbres, le couvert végétal s'en va, c'est la gestion de cette poussière qui est partout. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a un plan pour tout ça? Et j'en oublie, hein. Donc, ce n'est pas les grandes questions. Quand vous dites COP, quand vous dites réchauffement, nous, ça ne nous dit rien a priori. Mais quand vous dites il y a réchauffement, j'ai entendu la ville de Paris, pour ne pas la nommer, a dit pour lutter contre le réchauffement et pour permettre qu'il y ait moins d'asphalte, on va planter 1 million d'arbres en 5 ans. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour planter des arbres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre qu'il y ait moins de boue, qu'il y ait moins d'inondations la saison prochaine? On n'a pas de débat sur ces questions-là. Donc, si vous ramenez, pour moi, la COP est globale, mais il faut que chacun parvienne à la traiter au niveau micro. Et notre niveau micro, sont ces questions. On n'a pas d'usine, on n'a pas de multinationales, mais on n'a pas d'arbres, on ne parvient pas à ramasser les ordures, on est inondé, le fleuve ne s'écoule pas, les eaux usées sont dans la rue. Voici des questions qui, si on règle, nous permettent d'adresser les questions développées à la COP. Et peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que les autres pays africains font, mais voici les problèmes du Mali et on ne sait pas qu'est-ce qui se fait au niveau micro,
la communauté internationale peut nous aider à faire ou est en train de nous aider à faire, et quels sont les financements qui nous permettraient de faire quoi que ce soit dans ces domaines-là. Pour le moment, on constate qu'il y a des problèmes et qu'ils ne sont pas adressés. Merci. Donc, à entendre parler, M. Alexis, c'est que quelque part, nous sommes responsables de nos propres malheurs. Mais c'est clair, tu sais, ça ne se réinvente pas la roue. La terre ne sera que ce qu'on veut qu'elle soit. Et puis surtout, c'est un legs. Nos pratiques de tous les jours aujourd'hui, est-ce que c'est conforme à la préservation de l'environnement? Moi, je dirais qu'on a beaucoup de pratiques qui ne le font pas. On a vu comment des gens font pour écouler les eaux usées. On a vu aujourd'hui comment on les appelle, les caniveaux qui sont transformés en dépotoirs à ciel ouvert. On a vu également beaucoup de choses qui obstruent le passage des eaux. On a vu également le fleuve qu'on n'entretient pas, avec les déchets plastiques par milliers qu'on déverse. Et puis, vous savez, des déchets plastiques qui ne sont pas biodégradables, vous savez. Et puis, les déchets plastiques, tout le monde connaît l'impact, et puis surtout les problèmes que ça engendre sur le fleuve, les déchets plastiques. Et vous avez également le problème de l'orpaillage. C'est vrai que des efforts ont été faits, mais il faut encore beaucoup plus d'efforts, parce que vous avez déjà que j'ai entendu parler de la question de la Falémé. Mais Falémé, c'est très grave ce qui se passe là-bas, surtout du côté du Mali. Au Sénégal, il paraît qu'ils ont commencé à prendre des mesures. Mais si vous allez au niveau du fleuve, au niveau je sais pas, c'est une rivière, en tout cas le cours d'eau de la Falémé, mais c'est très grave, parce que la couleur de l'eau même a changé du fait des activités abusives qu'on est en train de faire. On en a partout, bon, je ne vais pas citer de nationalité, mais vous savez, c'est très compliqué. C'est compliqué. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a aussi quelque part un manque de volonté politique, surtout quand je me réfère au NEPAD avec le président Ouad dans son temps, qui avait lancé le projet de la Grande Muraille Verte. Alors voilà un projet où on devait quand même censé planter assez d'arbres pour contrer l'avancée du désert. Mais hélas, aujourd'hui, Grande Muraille Verte, c'est un projet qui existe de nom, mais dans le fond, il y a un problème. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la volonté politique qui fait que nous subissons plus le changement climatique? Moi, je pense que c'est vraiment la volonté politique, parce que, oui, il y a toujours la Grande Muraille Verte, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Pour moi, on n'a pas besoin de choses extraordinaires pour nous occuper des questions d'environnement. On a eu cette année, Dieu merci, on a eu une bonne pluviométrie. Pour moi, c'était l'occasion pour le gouvernement de fournir assez d'arbres et d'inciter à la plantation des arbres. C'était l'occasion d'obliger les municipalités à planter des arbres. C'était, et puis on voit dans d'autres pays qui n'ont pas la Grande Muraille, qui n'ont pas mais où le gouvernement trouve le moyen de faire en sorte qu'au moins une fois, tout le monde sorte. Si le gouvernement donne, l'exemple, tout le monde va suivre. Quand on voit les autorités sortir au moins une fois par mois pour balayer, et ça va se faire. Ensuite, les ordures ne sont pas ramassées. On n'a plus de dépôt d'ordures. Donc, le pauvre charretier qui vient prendre à la maison, dépôt derrière la maison. Parce que si lui ne ramasse pas, il n'est pas payé. Donc, il y a une chaîne qu'on ne peut pas rompre. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de ramasser si vous ne lui dites pas où déposer. Et plein de choses comme ça. Il faut la volonté politique. Et ça n'a pas besoin de financement extraordinaire. Ça a juste besoin d'une volonté personnelle. Massiri, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce changement climatique, on ne peut pas dire qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement accélère les choses, qui tapent du poing sur la table, parce qu'aujourd'hui, la réalité est là et le peuple commence à subir? Non, vous savez, le gouvernement, c'est-à-dire donner l'impulsion, donner l'exemple déjà, c'est déjà suffisant de montrer l'exemple. Parce qu'il faut vraiment dire aux mairies de faire leur travail, de faire leur boulot, parce que personne ne peut le faire à leur place. Et puis aussi de faire en sorte aussi que le citoyen s'implique. Parce que le citoyen doit s'impliquer sur ces questions-là. Mais si on fait en sorte que oui, bon, les décisions concernant les ordures, c'est géré à un autre niveau, il faut souvent signer des accords avec, je ne sais pas, une société indienne ou britannique ou autre. Bon,
c'est quand même dommage, quoi. Tu ne vas pas appeler quelqu'un pour balayer l'intérieur de ta maison, tu ne le feras jamais. Bon, il y a ces questions qui sont souvent très élémentaires, terre à terre même, qu'on devrait s'occuper. Il a parlé des questions du déversement des ordures, mais ils font pire. On est en train de parler du fleuve. Qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils prennent les ordures, ils se déplacent, ils voient les cours d'eau où est-ce qu'ils sont, et puis ils les laissent là-bas. Mais ils savent très bien que ça va créer des problèmes ailleurs. Mais est-ce qu'eux, réellement, ils sont sensibilisés à savoir cette question? Souvent, ils vont te dire, mais où est-ce qu'ils vont les mettre? Parce qu'on a vu, il y a pratiquement plus de, comment on les appelle? Décharges intermédiaires. Voilà, les dépôts de transit, pratiquement. Il n'y en a plus. Donc, eux aussi, ils ne fournissent pas tout cet effort pour aller chercher là où on peut en trouver. Les sites dont on parle, est-ce qu'ils sont déjà viabilisés? Je ne sais pas. Bon, il y a des questions qui sont souvent des questions élémentaires, au-delà même de ce qu'on doit attendre réellement du gouvernement, des autorités. Il faut vraiment qu'on ait vraiment des journées nationales sur les questions de salubrité, sur les questions de plantation d'arbres, sur les questions comment dirais-je, d'entretien même des espaces verts. Tu vois, il y a tellement de questions sur le fait qu'on peut décréter même des journées nationales, à l'instar des journées de la légitimité traditionnelle et tout cela. Ça aussi, c'est des journées qui peuvent vraiment conscientiser les gens et les amener à faire plus de travail sur ce sens-là. Il faut continuer à sensibiliser, il faut agir, car le changement climatique est réel et nous en subissons tous. Merci de nous avoir suivis. Nous refermons notre débat. Nos invités étaient Alessi Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune, Marcel Diop, journaliste également, et rédacteur en chef du journal du Mali. Quant à moi, je vous dis au revoir, restez à notre compagnie et que Dieu bénisse le Mali.